Alors là on est avec Jeff de chez Microservice, enfin Jeff Microservice, voilà. Aujourd'hui tu es venu quand même, enfin même hier, tu es venu avec la dose de matos, j'ai l'impression. Oui, on a profité de la Turto Geek pour proposer des produits un peu liés à l'événement, avec des produits Star Wars, des produits dérivés. Ouais. On a ramené les imprimantes. L'année dernière on avait une imprimante 3D, là on en a ramené deux. Une toute nouvelle en plus. Une toute nouvelle qui a été inaugurée sur là, qui vient de sortir son premier objet. Ça marche bien. Et du coup c'est même des imprimantes qu'on propose à la vente à moins de 500 €, donc ça fait des imprimantes qui sont intéressantes et qui commencent à rentrer petit à petit, pas forcément dans les foyers mais dans les associations, dans les petites entreprises. Et puis on a ramené de la VR pour montrer la technologie réalité virtuelle et puis faire découvrir aux gens cette nouvelle façon de jouer. J'en reviens vite fait sur les imprimantes. Tu fais de la prise en main pour apprendre aux gens Oui, alors au niveau de la nouvelle imprimante, comme c'est des imprimantes qui sont prémontées, en fin de compte, l'idée c'est de l'apporter à un service complet avec une installation sur site et puis de l'initiation, de la formation, comment on va chercher des objets quand on n'est pas modeleur 3D, ou après comment on va modeler des objets avec des logiciels gratuits qui permettent de construire des objets sur mesure. Pour réparer la machine à laver ou le lave-vaisselle avec des petites pièces en plastique qui souvent cassent ou ce genre de choses, ou pour s'amuser. Par exemple ici on a pas mal de cosplayers qui viennent, on a plusieurs cosplayers qui viennent nous voir de temps en temps pour nous demander une petite pièce en plastique qu'ils n'arrivent pas à faire ou ils n'ont pas forcément le bon outil pour la fabriquer. On regarde si on peut la modeler ou si elle n'existe pas déjà et puis on la met en place pour la personne. Donc on a fait par exemple des petites pièces pour Iron Man par exemple. Ouais. Donc t'es dans l'air du temps on va dire, parce que entre les loisirs créatifs et maintenant aussi le make yourself, les makers, voilà. Oui, les do it yourself. Voilà, do it yourself. Les makers, tous ceux qui font des prototypes en tout genre, que ce soit de l'électronique ou de la réparation, effectivement, voilà, de trucs qui sont obsolètes ou qu'on ne peut plus avoir ou que ça coûte cher, c'est pas fait. Moi par exemple, au niveau de mon métier informatique, des fois on utilise l'imprimante 3D pour renforcer par exemple des PC portables qui ont fait une mauvaise chute. On va compléter une pièce ou pour la renforcer dans le châssis plutôt que de racheter au constructeur une plasturgie complète à 70-80 €. On va pouvoir refaire l'insert qui supporte les charnières, souvent ce qui casse ou ce qui est sensible. On va pouvoir renforcer avec de l'impression 3D et puis ça permet de redonner une deuxième vie à l'objet ou de prolonger. C'est bien. Tu fais en fait un service que beaucoup d'autres ne feraient pas et diraient c'est mort. Oui, voilà, c'est ça. Moi aujourd'hui, alors je suis revendeur informatique, je vends du matériel, mais si on peut maintenir l'outil le plus longtemps possible par rapport à l'usage de la personne, des fois les gens n'ont pas envie de réinvestir 500 € dans un portable parce que celui qu'ils ont depuis 5 ans fonctionne bien. Si on peut le maintenir, on essaye de le faire, que ce soit en optimisation matérielle ou en réparation physique sur le matériel. Donc Jeff est un informaticien écolo. On essaye, moi j'ai du mal à jeter. Donc j'essaye de l'appliquer aussi pour mes clients. Il a une éthique. Voilà, et c'est on va dire ça comme ça. Mais voilà, moi j'aime bien prolonger la vie. Après quand il faut en vendre, on en vend aussi, il n'y a pas de problème. Mais voilà, et c'est pour ça même au niveau des gamers, j'ai pas mal de gamers qui viennent. Plutôt que de leur revendre une machine complète, on va réfléchir à comment on peut, par rapport à ce qu'ils ont déjà, réoptimiser la machine. Alors après, des fois, par rapport aux besoins, on est obligé de tout changer. Mais voilà, mais on arrive à suivre un client sur plusieurs années et sans avoir à refaire des machines complètes. Moi, mon credo, c'est par exemple pour les gamers, on a une grosse machine là-bas, c'est un client qui me l'a ramené parce qu'on en a fait une autre. Mais l'idée, c'est à chaque fois de prévoir, quand on crée la machine, c'est pas évident en informatique, de prévoir, de dire, on va la rendre évolutive. Donc voilà. Et dans l'évolution, la prochaine étape c'est la VR. Alors justement, on y vient à la VR. Voilà. Tu nous as ramené deux beaux Oculus Rift. En fin de compte, c'est parti d'une discussion avec Gilles, un des organisateurs de la Turto Geek, où on a vu une vidéo avec des gens qui se battaient contre des zombies dans une grande zone. Il me dit, est-ce qu'on peut avoir ça à la Turto Geek? Je dis, on peut regarder, mais à mon avis, ça va être compliqué d'avoir tout ça. Donc on a regardé un petit peu. On a appelé des sociétés qui louent ce matériel-là et finalement c'était hors de prix puisque c'est encore des technologies assez récentes. Et puis il y a des gens qui sont là, qui sont pas écolos, qui sont là pour faire du business, donc ils facturent ça très très cher. Et du coup par rapport au prix des machines,
j'ai dit bah, je préfère mettre à disposition des machines que j'utilise et que je recycle régulièrement pour faire la machine et d'acheter les casques. Ouais. Et on va acheter les casques. Alors au début on était parti sur un, puis on a calculé que si on faisait passer 10 minutes par personne, bah, on ne faisait pas passer grand monde. Donc j'ai pris sur moi et j'en ai pris 2 pour la Turto Geek, pour dire voilà, on va faire découvrir au maximum de gens. Et je pense que ça marche bien puisque le stand ne désemplit pas, mais ça permet de, voilà, de faire découvrir. Et après il y a une notion commerciale, hein, pour pas cacher. Moi même si je peux pas vendre directement les casques qui sont des casques Oculus fournis par, on a le droit de dire des marques par Facebook, hein, on s'en fout. Donc voilà, mais au niveau des, on peut les accompagner et par exemple de fournir des machines et les accompagner sur l'utilisation du casque aussi. On a du jeu, mais on a aussi des logiciels de dessin par exemple. On peut faire de la modélisation 3D. Par exemple, on pourrait, et je vais peut-être le faire si on a un peu de temps, modéliser un objet dans l'application Medium de l'Oculus et l'envoyer vers l'imprimante 3D. Ce qui pourrait être intéressant. Bon, après on va voir ce que ça donne, j'ai pas encore fait. mais l'idée c'est ça, c'est de proposer sur les événements comme la Turto Geek, de faire découvrir la technologie qui est déjà là mais qui n'est pas encore dans les foyers, qui va le venir. On va avoir des casques d'ici la fin de l'année de la part de Acer, de HP, Lenovo à moins de 300 €, des casques qui seront un peu moins finis que, enfin en qualité un peu moins qualitatif, mais qui permettent de découvrir à moindre frais et avec des machines moins puissantes. Et moi, j'ai déjà un PlayStation VR, donc je connaissais déjà la VR. J'avais l'Oculus Rift DK2 à l'époque quand il est sorti. Et là, donc, je suis allé tester l'Oculus Rift CV1. J'avoue franchement avoir été bluffé par le tracking quand même. Alors on dit que souvent que le HTC Vive est un cran en dessus au niveau du tracking, de comment dire, le fait de se bouger dans un univers, mais déjà là franchement ça défonce. Alors sachant que là on n'est même pas dans une room scale comme le HTC Vive où on a 2 capteurs en diagonale. Là en fin de compte on est resté sur du 2 capteurs. J'ai un 3e capteur, c'était plus une complexité de câblage et compagnie et d'espace, puisque dès qu'on rajoute le 3e capteur chez Facebook on agrandit l'espace et du coup au niveau des jeux on n'avait pas forcément les présentations nécessaires pour faire du room scale. Mais on a testé le room scale avec l'Oculus. J'ai des gens qui disent ah l'HTC c'est vachement bien, bah finalement ils ont testé, ils disent ouais ça, et je trouve que les manettes sont vraiment mieux adaptées et on a plus de sensations avec ces manettes là que les cornets de glace, que ce soit les Move ou les HTC, alors que j'ai pas essayé, je les ai vus en démonstration, mais de ce que les gens m'ont dit, qui ont dit oh attends il n'y a que HTC qui est bien. Il y a beaucoup de gens qui sont revenus dire finalement il est pas mal l'Oculus. Ce qui comment dire pêchait un peu sur le HTC, c'est le fait de ne pas pouvoir serrer les mains, les entrechoquer. Ça, à chaque fois ça dépasse et ça cogne. D'accord. Et c'est vrai que sur l'Oculus ça tombe pile poil comme il faut. C'est vrai qu'ils ont bien étudié leur manette. Et ils sont sortis plus tard que le Vive. Et bien sûr les Move Sony c'est du recyclage et ça manque cruellement de précision. D'ailleurs on le voit clairement parce que quand on voit le aim controller qui était fourni avec Farpoint, le aim controller qui est issu d'une génération un peu au-dessus des Move, on voit bien que le tracking a été amélioré. La précision du aim controller est bien meilleure que celle des Move. Quand on tire avec un gun au Move, on voit bien le gun il vibre un petit peu. Bon, c'est de la VR à pas cher, c'est ce que veut faire le PSVR. Et quand on met le prix, même si la technologie a ses limites vu que ça passe par une caméra, on commence à avoir quelque chose de correct. Mais alors là, on est vraiment sur quelque chose de bluffant, quoi. De bluffant. Et on retrouve la sensation de prendre, comme là la démo avec les flingues, on serre et tout, et c'est même déstabilisant parce qu'on est habitué tout le temps, genre sur le PSVR, tu appuies sur un bouton pour prendre un truc, et tu le lâches, il est resté, il est pris, tu as appuyé sur le bouton à prendre. Là non, là il faut le tenir, il faut vraiment le tenir. Alors la petite anecdote d'hier matin, démarrage du salon, on lance le jeu Bullet Train qui est une démo technique qui a permis de faire robot récal sur l'Oculus, et en fin de compte il y a un moment on peut attraper des grenades. J'ai juste eu un petit bug avec une dragonne. Ah, il a lancé le truc. Et en fin de compte, la grenade est vraiment partie et la manette aussi. Ah, c'est ça le boom qu'on avait entendu? Tout à fait. Donc là, voilà, ça fait un petit coup de stress au niveau du matériel. Alors une chose importante, c'est super solide. T'as testé? Voilà, enfin pour moi j'ai pleuré un petit peu en voyant le truc partir. Mais voilà, mais effectivement, et les gens sont des fois déstabilisés après en disant oui, c'est vrai qu'on peut bouger les doigts, on a les doigts qui se lèvent au niveau des détecteurs. On va avoir des gants retour haptique, je ne sais plus comment ils appellent ça, retour haptique. Avec les gants en immersion, il y a des projets Kickstarter qui sont en train de sortir. Et ça va être vraiment quelque chose d'immersif et vraiment du contrôle à 100% des... En fait, le seul problème, c'est ce qui fait la force du PSVR,
c'est qu'on est sur PC et que du coup on arrive à une pléthore de périphériques où que la compatibilité du coup derrière est très aléatoire et dépendante en fait du support des développeurs. C'est un peu le problème de toujours la discussion entre console et PC. Console, on est sûr que ça marche parce que c'est prévu pour. PC, est-ce que j'ai la bonne carte graphique? Est-ce que j'ai acheté ça? Est-ce que cet accessoire-là, on a modifié un peu le câblage parce qu'on avait des rallonges qui étaient certifiées et qui passent pas, qui nous font déconnecter le casque par exemple. Donc il y a tout un accompagnement et c'est pour ça que le tester et les gens viennent poser des questions. L'avantage c'est qu'on a l'expérience, quand vous l'achetez sur Facebook, je l'achète, je le reçois et puis qu'est-ce que j'en fais avec. Donc du coup on essaye d'accompagner nos clients, enfin moi c'est ma façon de travailler, on n'est pas du pouce carton à dire tiens je t'ai vendu un truc, débrouille-toi. On va toujours être là pour accompagner le client et puis et puis les clients je pense qu'ils ont besoin de ça, puis après ils deviennent des spécialistes et c'est eux qui nous montrent des choses et c'est toujours intéressant mais voilà. Et là... Et donc du coup là tu as démonté une idée reçue que j'avais de la VR. Tu as fait tourner des jeux sur une 950 et une 960. Alors là aujourd'hui, on les a testés, là on est sur une 1050. 1050 Ti. C'est le minimum. C'est l'entrée de gamme. C'est l'entrée de gamme. La carte elle est à 150 €. Ouais, c'est vraiment l'entrée de gamme. Et là la machine qui est là, où on pensait que c'était la carte. Au début j'avais une 1060 gaming et ça se déconnectait tout le temps. On dit non, c'est pas les câbles machin. On a changé la carte ce matin, on a fait les tests, ça se redéconnectait et c'était les câbles. Et là on a la 1050 qui est dedans, 16 Go de RAM. De l'AMD Ryzen, donc c'est même pas de l'Intel i7 compagnie. Donc on a une machine, là en prix final sur la machine on est à 1100 € TTC. Ça va. Avec le système sachant qu'un PC gaming de toute façon coûte minimum ce prix là, donc il n'y a pas vraiment de surplus si ce n'est le casque. Après il faut faire attention pour tous ceux qui vont vouloir s'équiper, c'est la carte mère. Il faut qu'elle soit VR ready, c'est-à-dire suffisamment de ports USB 3 certifiés pour que ça fonctionne. Et on a eu des problèmes avec des cartes classiques où il y a de l'USB 3 mais le bus n'envoie pas assez, enfin parce que les capteurs ils collectent beaucoup de données donc était surchargé et donc on arrive quand même à mettre des cartes PCI Express dedans pour optimiser mais vaut mieux avoir une carte tout de suite compatible pour pas être embêté. C'était le problème du DK2 à l'époque. Voilà, ça restait un petit peu. On voit bien que sur les connectiques ça demande vraiment beaucoup d'exigences de ce point de vue là. Et bon, tout va aller en s'améliorant. Moi j'attends vraiment les CV2, enfin tout ce qui va sortir. D'ailleurs il y a un casque 8K qui va sortir. Primax je sais pas, 500 balles. C'est un projet Kickstarter avec assez large, on voit deux écrans, effectivement ça a l'air impressionnant. Effectivement c'est pas cher. À voir ce que ça va donner en vrai. Et il y a une vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps d'un célèbre youtubeur qui le teste ou d'un démonstrateur. Alors, sachant que les drivers Steam, Oculus Rift, les drivers de l'Oculus Store, je sais plus quoi, bref, il y a l'expérience, le truc qui permet d'utiliser les casques n'était pas à jour. Il y avait un problème de fauve où il n'utilisait pas une vision nette sur la totalité de la surface. Et bref, tout a été mis à jour entre deux avec Steam et apparemment ça va être encore mieux que les premiers essais qu'on a fait. C'est ça, on est un peu dans même si ça fait quand même quelques années, on est dans les balbutiements il faut que ça rentre chez les gens. Donc il faut qu'ils trouvent des systèmes où ce soit plug and play, on se pose pas de questions. Le PSVR c'est ça, si on branche, ça marche. Moi ça me donne la nausée en général, mais là-dessus c'était aussi la différence. Le premier test que j'ai fait c'est sur PS4. Je dis c'est pas mal. Après j'ai testé celui-là, j'ai dit franchement on va mettre ça. Parce qu'on voulait mettre un peu de la VR à tous les niveaux. Et puis on s'est dit mais si on met trop de différences, les gens vont pas savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 500 € dans un PSVR donc voilà, mais c'est vrai que on va aller en s'améliorant sur les produits avec la qualité aussi des jeux. Là aujourd'hui sur Oculus et même HTC Vive, on ne peut pas dire qu'on atteigne les jeux, les FPS qu'on a en mode standard, puisqu'il y a un besoin de calcul important, mais ça va venir... mais l'immersion rattrape vachement la perte de qualité au niveau graphique. C'est ça, et c'est un peu le constat que les gens disent. Ah ouais, mais quand on voit l'écran, on se dit tiens c'est bizarre, on a l'impression d'avoir des jeux qui ont quelques années, et quand on est dedans, on oublie toute cette partie-là, il y a vraiment l'aspect immersion qui corrige tout ça. D'où l'intérêt de ce genre de stand pour présenter. Moi l'idée c'est de présenter, et puis si ça m'amène des clients c'est très bien, mais c'est surtout pour présenter. On m'a même dit, tiens, tu fais pas payer ton stand. Je dis non, c'est vraiment de la démonstration. Alors je suis écolo et je suis pas cher. Mais c'est vraiment, et on était obligé de le mettre gratuit parce que les gens pensaient que c'était payant. Ah ouais. Pour un peu, tu feras du bénévolat. J'en fais déjà beaucoup, mais sur d'autres sujets. Mais voilà. Mais dans le principe,
Pour la partie démonstration, que ce soit les imprimantes 3D ou la VR, l'idée c'est quand même de montrer un peu ce qu'on est capable de faire. En tout cas, merci d'être là, franchement. T'es un indispensable, j'ai même un pilier de la Turto Geek Convention quand même. On essaye. T'étais là l'année dernière. Voilà. La première fois j'étais là en visiteur, j'ai trouvé ça génial. Je me suis rapproché des organisateurs. Et il y avait sur la première année, il y avait un stand un peu d'informatique. J'ai dit bah, est-ce que je peux venir? Moi l'idée c'est d'avoir un peu de vente, mais c'est surtout de vous montrer de l'impression 3D. Ouais. Et c'était vraiment pour faire de la... Et puis moi je suis sur Tricto, donc dans le principe, c'était les gens qui viennent ici sont à proximité et des fois ils savent pas qu'on existe, donc c'est une façon de discuter avec les gens. Et voilà. Et voilà. Et donc la VR c'est pareil. Je vais peut-être garder un casque, il y en a un autre qui est déjà vendu normalement, mais les deux seraient capables de, enfin seraient vendus facilement. Ça se vend bien ça. Mais du coup, si on en garde un, on le laissera en démo à la boutique pour faire de l'initiation ou même de la location ou de le prêter aux gens, voir ce que ça peut donner avec la machine, avec un service d'accompagnement. Puis quelque part, c'est bien de faire des démos parce que si tu fais de la démo, si les gens ça leur plaît, ils prennent un PC. Et de toute façon, comme tu peux pas vendre, bah, derrière, voilà. Au moins tu vends les PC. Au niveau des PC, voilà, ça y est, j'ai déjà plusieurs commandes engagées. C'est génial. Donc voilà, moi ma mission sur la Turto Geek, c'est ça, c'est de me faire connaître. Et même si on vend pas forcément grand chose sur le stand, c'est qu'on sait que les gens ont entendu parler de Jeff Microservices, ce qu'on est capable de faire, et puis reviennent pour soit discuter avec nous, soit nous commander du matériel ou le faire réparer. Bon bah Adi, j'espère à l'année prochaine. On va essayer, tout à fait. Merci. Merci.